Bonjour Maryam. Bonjour Rachid. Le digital s'invite dans les épreuves du bac. Et oui, les épreuves du baccalauréat régional ont démarré hier avec cette année une petite nouveauté comme nous l'indique Express. Et oui, le baccalauréat démarre sous haute surveillance technologique. Près de 2000 appareils de détection sont aujourd'hui disponibles dans les salles d'examen. C'est une innovation issue d'une start-up 100% marocaine qui s'est basée sur l'intelligence artificielle. Et donc l'idée, c'est de repérer les smartphones, mais aussi les signaux sans fil suspects, même si les appareils sont éteints au sein de ces classes d'examen. Alors, est-ce que le dispositif a été efficace? On attend évidemment encore les résultats de l'expérience, car il reste aussi l'examen du moins national qui lui va débuter le 4 juin, soit après-demain, avec en somme une hausse des candidats de 10,8% cette année pour atteindre un total de 520 000 étudiants aujourd'hui qui souhaitent avoir le baccalauréat. Une numérisation donc des épreuves qui ne s'arrête pas à la surveillance mais qui s'intègre également dans la notation. C'est l'idée partagée par l'opinion. Et oui, le numérique qui est aujourd'hui utilisé pour garantir l'égalité des chances. Alors comment comprendre cela? Aujourd'hui, les algorithmes vont aider les professeurs à corriger les copies. Et oui, le ministère de l'Éducation nationale va utiliser un nouveau système qui va permettre déjà de tracer les feuilles d'examen avec des codes numériques uniques, mais aussi, c'est un logiciel, du moins un système qui va permettre aussi de détecter les potentielles erreurs et écarts de notation, mais sans toutefois, évidemment, remplacer la décision finale de l'enseignant concernant la note. La période d'examen, on l'a vu, à son plein, mais elle ravive évidemment encore une fois le débat sur les attentes de la jeunesse marocaine. Alors avons-nous vraiment pris le temps de les écouter? Qu'est-ce qu'ils attendent également de nous? C'est la question à laquelle tente de répondre Ahmed Rayed dans sa chronique d'aujourd'hui, le Maroc. Alors dans sa chronique, il rappelle surtout qu'aujourd'hui, il y a un fossé générationnel qui se creuse au Maroc. Alors pour plusieurs raisons. D'abord, les réseaux sociaux. Alors pourquoi? Parce que les générations communiquent à travers différents espaces de communication, les jeunes le numérique et les anciennes générations un peu moins. Il y a aussi la question de la politique parce que d'après Ahmed Rayed, les politiques ne s'intéressent pas assez aux problématiques des jeunes. En somme, nécessairement, toute cette population jeune se sent assez exclue et surtout délaissée. Et donc, malgré ce fossé, la jeunesse essaie de créer son avenir et surtout, elle mise sur de nouvelles frontières. D'ailleurs, la relève nous indique aujourd'hui, du moins pose la question, est-ce que la Chine aujourd'hui est devenue la nouvelle destination prisée des étudiants marocains? Et oui, aujourd'hui, la Chine s'impose comme cette nouvelle destination et elle attire beaucoup grâce aux bourses qu'elle offre. Et aujourd'hui, il y a entre 6 000 et 7 000 Marocains qui étudient déjà dans les universités chinoises pour aller dans différentes filières, principalement scientifiques. En somme, c'est donc, on l'a vu, une génération aujourd'hui qui prépare son baccalauréat. Mais l'idée, évidemment, c'est de voir quelle est notre responsabilité en tant que société. Évidemment, les accompagner dans un avenir juste où ils puissent s'épanouir, que ce soit à l'intérieur du pays ou même à l'extérieur. La presse s'intéresse aussi aux défis du cinéma africain. Oui, comme beaucoup de secteurs dans le monde, Rachid, le numérique est au cœur du défi du cinéma africain. Et d'ailleurs, ça a été au cœur d'une discussion durant cette 26e édition du FICAC, le Festival international du cinéma africain qui a lieu actuellement à Hribga. C'est la 7e, c'est la 26e édition, on l'a dit, et cette discussion est partagée aujourd'hui par La Vérité. Alors, par rapport à cette question du digital dans le cinéma, il y a deux écoles, nous indique l'article. La première qui voit une vitrine internationale pour toucher un public mondial. Il y a aussi une deuxième école qui, cette fois-ci, parle du financement des œuvres africaines. Et oui, pour les participants à cette table ronde, l'État doit voir dans le cinéma un investissement stratégique qui permet d'une part la sauvegarde de la mémoire, mais aussi le fait de nourrir aussi, de créer des imaginaires collectifs. Mais tout de même, ces deux écoles défendent la même nécessité, celle de continuer à produire des contenus
contenus africains et locaux, car le cinéma africain est aussi le lieu où se réinventent les récits même du monde. D'ailleurs, Africulture pose cette question par rapport à Cannes 2026 et essaie de voir ce que l'Afrique apporte aussi au cinéma mondial. Parce que durant ce festival très prisé du cinéma international, il y a parfois cette impression qu'en général, ce sont les mêmes histoires qui sont racontées, les mêmes dynamiques assez lisses. Et donc, face à cela, face à ces récits parfois, disons-le, standardisés, on a remarqué que le cinéma africain mis sur ces zones grises qui font lien à la complexité de la nature humaine autour de thèmes parfois que l'on raconte assez peu, comme l'exil ou encore les silences de l'histoire. Car ces récits, on le sait, ont un poids puissant, celle de changer la perception sur les choses, et notamment sur le continent africain, des histoires qui changent aussi la perception des Africains que eux ont sur eux-mêmes. Et c'est ce que essaie de partager ce film partagé par la BBC, où un réalisateur lauréat d'un Grammy a exploré le rôle de son grand-père dans la guerre du Biafra. Ce film a été réalisé par Meji Alabi et le titre de son documentaire s'appelle Surviving Biafra. Et ce qui est intéressant sur ce documentaire qui essaie d'explorer un des chapitres les plus sombres de l'histoire du continent, c'est qu'il se base sur cette dynamique de transmission transgénérationnelle où il donne, on l'a dit, la parole à son grand-père, ancien commandant de l'armée fédérale. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est surtout des images qui lèvent le voile sur une mémoire longtemps absente, même des programmes scolaires du Nigeria. Des récits aussi qui portent une nouvelle conscience des rapports entre les peuples. Et d'ailleurs, c'est un événement assez historique que nous partage France Info, où la ville de Bordeaux a refusé un legs de biens culturels originaires de 7 pays d'Afrique. Et oui, pourquoi ? Parce que, en somme, pour expliquer, ce sont 53 biens qui sont originaires de 7 pays africains, principalement le Gabon. Leur valeur est estimée autour des 33 000 € et ils ont été légués par une ancienne sage-femme qui est décédée en 2022 et qui avait exercé dans tous ces pays. C'est donc une décision qui aussi fait lien à cette loi qui a été votée en France pour faciliter le retour des œuvres pillées. En somme, ce que nous explique cette actualité, notamment par rapport au cinéma africain, c'est que le pouvoir de l'image est grand. Il change notre regard sur le monde, mais il change aussi parfois le destin de nations entières. On s'intéresse aussi ce matin au business des data centers. Et pour cause, l'explosion des besoins en intelligence artificielle qui fait aujourd'hui que les data centers sont très recherchés, mais surtout que ça devient des infrastructures aussi qui sont liées au pouvoir. Et c'est une information aussi partagée par Courrier International où SoftBank investit plus de 75 milliards € en France dans ce qu'il souhaite être le plus gros data center d'Europe. C'est donc un article qui essaie de revenir sur comment le Japon voit cette actualité. Donc pour le pays, c'est une manière de diversifier les risques face à la surconcentration de ces infrastructures, principalement aux États-Unis. Et la France a su convaincre donc ce partenaire nippon grâce à son électricité, en particulier stable et au prix compétitif. Mais si ce déluge de milliards est présenté comme une victoire industrielle, Lacroix se pose la question de son impact, en particulier sur l'emploi, la souveraineté et l'environnement. Et oui, est-ce que ces data centers sont réellement une chance pour la France ? Car il y a donc 3 niveaux où les experts alertent. L'emploi d'abord, car pour eux, ces usines ne créent pas tant d'emplois directs que ça une fois qu'ils sont construits. Il y a aussi la question de la souveraineté. Ça reste des data centers qui sont en France, mais qui sont exploités par des clouds principalement américains. Il y a évidemment la question de l'environnement, avec cette consommation massive d'énergie électrique. Une course qui pousse même certaines entreprises même à changer totalement de secteur d'activité. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Inde et qui est relayé par Reuters, où la grande entreprise Anand-Raj, qui est spécialisée cette fois-ci dans l'immobilier, va investir plus de 2,6 milliards de dollars dans les data centers. Et elle pense même, cette entreprise, à se séparer totalement de son cœur de métier de base. On l'a dit, c'est l'immobilier, pour miser sur les data centers. C'est un marché national qui est estimé à plus de 13 milliards de dollars d'ici seulement 2034. Mais pour certaines associations dans le monde, les data centers portent également des risques importants. C'est
ce que nous partage The Citizen, c'est un média sud-africain, où en Afrique du Sud, la Commission des droits de l'homme a même lancé une enquête sur leur impact sur le quotidien des populations, parce que pour eux, ça touche à la question fondamentale des droits humains, mais aussi de la justice environnementale. Et donc, cette commission revient d'abord sur la pression sur les réseaux électriques locaux. Deuxièmement, elle parle de la facture d'eau qui va grimper fortement pour justement faire refroidir ces centres. Et aussi, elle parle de l'expropriation des terres. Et oui, c'est également une problématique qui fait écho à ce développement de data centers. Et enfin, il y a aussi le risque d'augmentation et d'accumulation des déchets électroniques. En somme, les data centers, évidemment, sont essentiels pour servir les besoins exponentiels de l'intelligence artificielle. Mais désormais, il faut penser à tous ces éléments, à l'impact qu'ils font avoir. Et l'idée, évidemment, c'est de développer surtout des modèles où la promesse de ce qu'on appelle un avenir virtuel préserve aussi, disons-le, nos ressources vitales et surtout l'équilibre de nos sociétés. Nous sommes aujourd'hui, Mariam, le mardi 2 juin 2026. Quel autre 2 juin avez-vous retenu dans l'histoire ? Alors, je vais vous raconter l'histoire d'une invention, Rachid, qui a permis aux êtres humains de communiquer sans fil pour la première fois. Nous sommes le 2 juin 1896. Ce jour-là, Guglielmo Marconi, jeune ingénieur italien, dépose le brevet d'un système révolutionnaire. C'est la télégraphie sans fil. Car avant, la télégraphie existait déjà à travers des messages en morse qui voyageaient à travers des câbles électriques sur Terre ou sous les océans. Mais lui imagine autre chose, faire voyager ces messages à travers l'air. Et oui, c'est une innovation qui a changé le monde et qui a surtout donné naissance quelques années plus tard au premier navire équipé de systèmes radio. Et rapidement, la technologie évolue pour donner naissance à la radiodiffusion, au téléphone sans fil, au Wi-Fi, au Bluetooth ou encore au satellite. Le 2 juin 1896, c'est donc la date d'une innovation qui a rendu possible pour les êtres humains de se parler d'un bout à l'autre de la planète en quelques secondes, mais qui nous rappelle aussi que même si la technologie réduit les distances, elle ne remplacera jamais la chaleur d'une présence réelle. Ça, je ne vous fais pas dire. Merci beaucoup, Mme Kokaina. C'était la revue de presse.